Eh bien, on va commencer la conférence, si vous le voulez bien. Je vous remercie d'être avec nous. On va parler aujourd'hui de la relation du chef avec ses équipes. La conférence d'avant était sur la relation des équipes de salle. Donc on va pour nous prendre la partie cuisine. J'ai pour cela à mes côtés deux chefs. Yorick Tièche, qui est chef exécutif des hôtels du groupe Bellerive, et Michel Roth, qui est chef au président Wilson en Suisse et qui a aussi des activités en tant que conseil. Ça, c'est pour la partie des équipes de cuisine pure. Et après, on aura un petit peu de hauteur avec Sylvain, qui est producteur d'asperges des domaines de Haute-Roque. Roque-Haute, pardon. Et Christian Regoubi, qui est secrétaire général du Collège culinaire de France et qui aussi a une vision assez globale pour échanger avec beaucoup de chefs. Après cette petite présentation rapide des intervenants, je vais passer la parole à Yorick, parce que Yorick, il travaille beaucoup avec ses équipes et il fait pas mal de petites choses à côté du travail pur en cuisine, qui est assez intéressant dans peut-être une perspective de motivation des équipes et de cohésion entre les différentes personnes. Merci Anne. Juste pour commencer, je remercie le magazine Le Chef et toute la famille Luzin. C'est important, Anne, encore une fois de le dire. Merci. De nous rassembler aussi. On disait avec Michel juste à l'instant que c'était important pour nous de sortir de nos maisons. Je pense que pour les producteurs aussi. Voilà, donc on est très heureux d'être là. Moi, le sujet me convient bien. Le hasard a bien fait les choses. J'ai passé 8 ans au Meurice avec Yannick Aleno et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur la relation du chef avec ses équipes. C'est pas une chose qu'on nous a appris à l'école, c'est quelque chose qu'on apprend sur le terrain ou qu'on n'apprend pas. Donc je pense que c'est au chef de faire cet effort-là de réflexion, de travail sur lui-même, de savoir comment il peut amener ses équipes et les gens qui l'entourent à un travail d'excellence, parce que la finalité, c'est qu'il y a une prestation à délivrer et un client à servir. Donc on s'est amusé un petit peu cette semaine à faire un inventaire de ce qu'on faisait en cuisine. Donc on les déroule, c'est ça ? Oui, avec plaisir. Donc moi, les besoins de mes équipes, je l'ai identifié en 5 mots. Sécurité, confort, écoute, attention et nouveauté. Donc à partir de ce constat, j'ai mis en place, pas tout seul non plus, avec mes sous-chefs et les chefs de la cuisine, des règles de vie un peu dans l'établissement et dans la cuisine. Juste, tu as combien de personnes avec toi pour qu'on puisse... L'été, on est une trentaine sur les 2 établissements, même une quarantaine en incluant les plongeurs et enfin, un peu les services annexes, pâtisserie aussi. Donc voilà, je vais dérouler le truc. 40 personnes, c'est une belle équipe. Ouais, ça commence à faire du monde. Donc il y a des choses très formelles, par exemple un entretien annuel qui est fait chaque année. Voilà. On se pose, on prend le temps qu'il faut, c'est une demi-heure, 1 heure, avec chaque collaborateur, et on discute de l'année en cours, de l'année passée et des projets. Donc ça, c'est un rendez-vous important dans l'année, je pense, pour le collaborateur, un échange avec son supérieur. De cet entretien, on développe une planification d'évolution au cours de l'année ou sur les 18 mois à venir. Deuxième point, j'ai également validé le fait qu'il fallait qu'on prenne nos repas ensemble. Donc on prend nos 2 repas, déjeuner et dîner ensemble. On les prend dans la cuisine, ça c'est la structure de l'établissement qui nous y oblige, entre guillemets, mais on en a tiré parti. Donc on prend notre demi-heure de pause, midi et soir, et le plus difficile, c'est sans téléphone. Donc c'est un truc, ça paraît anodin. J'ai plus 20 ans, je suis moins connecté que mes collaborateurs. Aujourd'hui, vous allez dans des repas du personnel, les gens mangent, mais en même temps sont connectés. Donc il n'y a personne qui se parle. Difficile de maintenir le dialogue quand effectivement chacun est sur son téléphone. Je trouve que c'est une idée super qui ne doit pas être simple à mettre en œuvre, parce qu'on sait que les gens sont quand même très accrochés, on est les premiers. Et je trouve que c'est une très belle initiative de dire voilà, on pose son téléphone et on passe une demi-heure voilà, à c'est manger. Une demi-heure, souvent c'est 20 minutes parce qu'après le téléphone reprend aussi le dessus, il y a la pause cigarette. Donc bon, on se dit voilà, on break 20 minutes, tout le monde s'assoit autour de la table et on éteint les téléphones, ou on les met en veille. L'autre moment important pour moi, pour l'équipe, c'est le dimanche matin, 9h, on fait une séance petit déjeuner, donc café croissant.
Donc à tour de rôle, on les désigne un peu par hasard, un peu d'office. Ça peut être les gens qui nous quittent, les gens qui arrivent, les gens qui sont arrivés en retard dans la semaine. Enfin, on trouve toujours un argument pour qu'un collaborateur ramène une dizaine de croissants. Donc nous, on s'occupe du café. Donc on arrête les mises en place, même si on a commencé à 8h, 8h30. Et le dimanche matin, le point de rendez-vous, parce qu'on est fermé lundi, mardi, c'est aussi important, le dernier jour de la semaine. Le dimanche est aussi un jour symbolique qui hors de nos métiers, se déroule en famille. Donc nous, on fait ce break-là qui dure 10 minutes, un quart d'heure. Et ce break, il est sans portable aussi? Ouais, là, le matin, il n'y a pas de portable. Ouais. Je continue ou Oui, ouais. Tu peux continuer. On est bien parti. Je ne vais pas monopoliser la parole. On fait toujours une sortie annuelle, soit en début de saison, soit en fin de saison, donc brigade de cuisine, et on va chez un confrère. Donc on est allé chez Régis Marcon, on est allé chez Paul Bocuse. Voilà, on essaye qu'il y ait le maximum de participants. On monte en général à 2 ou 3 voitures, ça nous prend la journée, on part assez tôt le matin, on revient dans la journée, mais c'est toujours des bons souvenirs, il y a beaucoup de photos, on rencontre les chefs, donc c'est un vrai moment d'échange en fin d'année. On va peut-être passer, on reviendra après à toi parce que je sais que tu as pas mal de choses mises en place et c'est très intéressant. Merci. Michel, effectivement, aujourd'hui, tu es en Suisse, tu as une grande expérience au Ritz, assez longue, où j'imagine que l'équipe était, on parlait de 40, je pense que vous étiez assez nombreux également. Est-ce que pareil, tu avais fait des choses pour cette cohésion et ce partage? Oui, je pense que je rejoins complètement ce que le chef a dit, mais c'est vrai que moi j'ai eu l'habitude de toujours travailler dans les grandes brigades, et c'est vrai que c'est pas évident de créer un esprit d'équipe quand on est en brigade, surtout quand on est en brigade matin, soir, coupure, c'est-à-dire que les gens, quelquefois les personnes se croisent, quelquefois se voient même pas suivant les horaires, parce qu'on travaille 7 sur 7, jour et nuit, donc il y a des équipes qui tournent, donc pour créer une atmosphère... C'est moins facile. C'est pas évident. Alors moi, je pense que j'ai toujours travaillé comme ça. Alors bien sûr, j'ai été moi-même commis et j'ai eu des chefs qui m'ont montré l'exemple. C'est vrai que dans une période plus en avant, c'était peut-être plus c'était plus direct, on va dire. Bon, maintenant, on est dans une autre conjoncture, on va dire, où il faut vraiment, je pense que les jeunes, il faut vraiment s'en occuper. S'en occuper, ça veut dire... moi, par exemple, le matin, quand j'arrive, que ce soit moi ou mes sous-chefs, je serre la main à tout le monde. Je vais voir que ce soit l'apprenti, le plongeur ou mon proche collaborateur. Je lui serre la main, je lui dis un petit mot. Bien sûr, ça me permet aussi de passer déjà dans la cuisine, de voir ce qui se passe. Je crois que c'est important, c'est déjà le respect. C'est la base. Le respect, c'est la base. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et ça se fait, c'est des choses qui se font en fait naturellement, mais je pense que c'est important. Qui sont assez naturelles, mais qui ne se font pas systématiquement. Oui, mais qui ne se font pas systématiquement. Ce qui est important, c'est que les personnes doivent pouvoir se sentir à l'aise. C'est-à-dire, on sait que c'est un travail rude, sérieux, mais il ne faut pas que les gens aient peur, entre guillemets. Il faut que s'ils ont quelque chose à dire, ils peuvent venir peut-être nous demander à un moment donné s'ils peuvent voir un chef pour en parler. Ce qui est important, c'est qu'on se sent à l'aise. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire comme ça, c'est-à-dire au quotidien, il faut intéresser les gens, il faut leur dire aussi qu'est-ce qu'on fait en fait. Quelle est notre mission par rapport à un client, quelle est notre cuisine. Par exemple, quand on fait des cartes ou des menus, on les fait participer même aux idées. On leur demande de venir, alors pas tous bien sûr, au fur et à mesure, on change, de venir par exemple quand on fait des tests, donner leur avis. C'est plein de petites choses comme ça, c'est-à-dire aussi leur dire au quotidien ce qui va pas. Quelquefois un chef aussi, il peut aussi quelquefois, entre guillemets, pas avoir forcément raison, pour un chef c'est aussi bien de revenir en arrière, de pouvoir dire ok, là je me suis peut-être un peu égaré. Il faut être capable de l'accepter aussi. Oui, mais c'est ce qui fait aussi une communication et surtout un état d'esprit qui est important. Et donc ça va aussi justement, il y avait avant sur la salle, mais il y a aussi toute cette entente avec la salle et la cuisine. Et je pense que ça se ressent jusqu'aux clients. Parce que souvent, les clients nous disent, on sent qu'il y a une bonne atmosphère chez vous, parce qu'on sent qu'il y a du sérieux, mais les gens sont à l'aise, ils sont contents En fait, ils annoncent le plat, ils en parlent, mais c'est vraiment, on sent qu'il y a une bonne entente avec la cuisine, oui. C'est toute cette chaîne, justement. Donc c'est toute une chaîne au quotidien, et après, il y a beaucoup de choses à faire avec une équipe, c'est-à-dire les intéresser, c'est une chose, travailler avec eux, mais aussi leur partir avec eux, voir des fournisseurs, par exemple.
aller faire des dégustations, des visites, leur donner justement les magazines. Par exemple, le magazine Le Chef, ben voilà, il passe dans tous les mains de tout le monde. Quand il y a un livre, ben voilà, tout le monde peut regarder, tout le monde a le droit de... Il y a une bibliothèque, par exemple. Aller chez les confrères aussi, aller ça chez les confrères. c'est important. Et c'est ça qui est important. Donc voilà, il y a plein de petits points qui sont pas des points importants, mais qui prennent du temps. Qui sont tous importants. Mais... C'est beaucoup de temps pris sur soi-même, mais il y a vraiment un beau résultat. Et tu penses justement que ce temps pris par toi, ce que tu fais tous les matins, le tour, aller voir les gens, Oui. c'est finalement un gain de temps pour après peut-être? Forcément. Ouais. Tout est plus facile, tout s'enchaîne plus vite et je crois que les chefs sont en général sont des locomotives. En fait, tout le monde a l'œil sur vous, c'est vous qui montrez l'exemple. Donc c'est important, il faut l'être au quotidien. Mais il faut essayer de rester très naturel, il ne faut pas vouloir trop chercher à comprendre. Alors, bien sûr, on a la pression, il y a la pression du service, il y a aussi le service. Bon, chaque chef est différent, il y a des fois, pendant le service, bon, voilà, il y a une pression qu'on se met soi-même déjà, il y a la pression du client, des commandes, et pour moi, un chef, ça doit justement montrer l'exemple, donc il doit être à la hauteur, il doit pouvoir prendre tout ça et ensuite l'imprégner à son équipe, quoi. Tu es aussi d'accord avec ça, Yorick? J'imagine que... Oui, je rejoins tout à fait ce qui est dit. Oui, c'est ça, c'est juste. Moi, je vais encore plus loin. Voilà, nous, c'est tous les dimanches aussi, où, surtout, on le fait plutôt durant l'été, parce que le dimanche, tout le monde est là, parce que c'est des grosses journées. À 12h30 ou à 18h30, il y a toujours un plat qui est fait dans la matinée par un membre de l'équipe. Et voilà, on se met tous autour de la table, on fait une photo et on le déguste. Donc c'est en amont de ces essais de cartes, voilà, participation de chacun à son niveau à la création. Et tu me faisais une passerelle, Michel, notamment sur des exemples ou des idées qu'on pourrait avoir, d'emmener ces équipes. Alors toi, tu les emmènes chez des confrères. On pourrait aussi les emmener effectivement chez les producteurs, où là, ça permet effectivement de peut-être comprendre les produits encore mieux. Parce que le produit, c'est la première des choses, c'est de connaître un produit, le connaître mieux en tout cas. Bon, c'est quand on va sur place, quand on voit des personnes qui sont eux-mêmes passionnées par leur produit et qui dévoilent un peu, pas ses secrets, mais qui nous montrent comment on arrive à avoir après un légume dans son assiette, quoi. Et est-ce que tu reçois des équipes, Sylvain, toi, chez toi? Enfin, des chefs, j'imagine? Oui, bien sûr. Très très important en tant que producteur de pouvoir recevoir comme ça les équipes sur l'exploitation. Ça leur permet après de beaucoup mieux comprendre le produit. Je dirais les équipes de cuisine, mais aussi les équipes de salle. Bien sûr. Très important pour arriver derrière à ce que la salle aussi comprenne et puisse après passer ce message au client, parce qu'au bout du compte, c'est le client derrière qui doit recevoir certains messages. Et vraiment, j'ai une anecdote à ce sujet. Oui. Ça se passe chez Christophe Baquier, qui est un chef avec qui je collabore. Au Castellet. Et c'est vrai que mars et avril est une période sous laquelle je produis des asperges, mais sous abri, donc des belles asperges bien droites. Et jusqu'à là, pas de problème. Puis arrive le mois de mai. Le mois de mai, nous passons en plein champ. Et là, en plein champ, les contraintes météorologiques ne sont plus les mêmes. Donc après une forte semaine de Mistral, on se retrouve à avoir des asperges qui étaient belles, mais qui avaient la pointe courbée. Aïe, aïe, aïe. Donc là, aïe, aïe, aïe. Quand on est chef, on aime bien avoir les asperges très droites. Donc là, je me dis, comment faire? Est-ce que je lui dis, je ne pourrais pas te livrer cette semaine? Est-ce que je lui dis, voilà, je ne savais plus comment faire? Donc je prends mon téléphone, je l'appelle et je lui dis, voilà Christophe, j'ai un souci. Cette semaine, les asperges, elles vont avoir la pointe courbée. Ah, bon. Et là, il me dit, mais pourquoi elles ont la pointe courbée? Je lui dis, ça fait une semaine qu'il souffle et ce qu'il faut savoir, c'est que l'asperge pousse dans le sens contraire du vent dominant. Et je lui fais, malheureusement, je ne pourrais pas te livrer autre chose que ça. Il me dit, écoute, j'ai compris, je vais en parler à mon équipe de salle. Et mon équipe de salle fera passer le message après au client qui le demande. Et c'est ce qui s'est passé.
il a été voir son équipe de salle, sa directrice, le message est passé. Et ce qui est beau, c'est que, ce que j'ai trouvé moi beau, c'est que des clients habitués qui sont revenus 15 jours après ont vu les asperges qui étaient droites et ont dit à la directrice, mais ces asperges, le Mistral s'est arrêté chez votre producteur. Ça veut dire que le message était Voilà, donc très le bien message passé. était très bien passé. Voilà. C'est une très jolie anecdote parce que justement, c'est là qu'on voit tout l'intérêt de la relation entre les producteurs, la cuisine et la salle. Et puis on est dans cette histoire face à un chef, entre guillemets, intelligent, c'est peut-être pas le terme, mais qui a su prendre le produit tel qu'il était. C'est la nature, c'est le produit. Et il n'a pas dit non, je vais pas prendre tes asperges parce qu'elles sont pas droites. Et ça, c'est quand même aussi une preuve, je trouve, c'est une belle chose. Bien sûr, une preuve d'intelligence, je dirais. Oui, parce qu'il y en a peut-être il y en aurait qui auraient refusé. Écarté, et finalement, on se dit qu'avec la communication justement entre tous les maillons de la chaîne, on arrive à avoir quelque chose de cohérent et qu'on a su expliquer. Exactement. Et puis voilà, moi ce que j'aime bien dire, c'est que un produit de qualité n'est pas un produit qui est normé, donc c'est la qualité. Pour moi, il faut la placer ailleurs, quoi. Oui. Le beau et le bon, c'est quelque chose de très important. Exactement. Mais c'est pas forcément lié, ou en tout cas la beauté est peut-être subjective, et c'est pas parce que l'asperge était courbée qu'elle n'était pas belle. Exactement. Yorick, tu as aussi, dans ce que tu me disais un petit peu en amont de cette séquence, tu me disais que tu faisais aussi tourner les gens de ton équipe sur différents postes. Ouais, ça, je trouve que c'est très intéressant. Le lien avec les producteurs, on l'a aussi. Moi, j'ai la chance d'avoir une personne qui vient nous livrer, qui nous visite, qui s'appelle Romain, donc la société Truffentaire. C'est pas un maraîcher, c'est quelqu'un qui collecte. Il va chez les paysans, il va chez les agriculteurs, et il passe tous les mardis et tous les jeudis chez nous. Donc il arrive en milieu de service, en milieu de journée. Il a une petite camionnette et la camionnette est pleine. Donc à ce moment-là, bien sûr, on est toujours très heureux de l'avoir. Et tous les cuisiniers montent dans la camionnette. Donc l'approche par rapport au produit, là, les garçons l'ont aussi bien sur le calibrage, le contact vraiment avec Romain qui va dire attention, j'en ai moins, attention, peut-être ça va prendre 2 euros. Donc le chef pâtissier va dire pourquoi les fruits rouges ont pris 2 euros. Romain il dit à Steve, voilà, il va rester 2 semaines, 2 semaines de marchandises. Donc Steve, lui, dans sa démarche, il sait, attention, dans 2 semaines, j'ai plus le produit. Donc tout de suite, il enclenche sa réflexion sur un changement de carte. Voilà, ce lien-là est capital. Voilà. Romain, il vient nous voir 2 fois par semaine et à chaque fois, c'est un émerveillement. Bien sûr, on reçoit les fleurs de courgettes, on les secoue, il y a la rosée qui tombe. Mais c'est le premier truc. Mais derrière ça, il y a des habitudes de chef, une réflexion à avoir sur le travail à engager avec le fournisseur. Puis je pense aussi que le fournisseur est une source d'inspiration pour vous. Évidemment, vous avez la créativité bien sûr, la technique, mais c'est vrai que c'est les produits qui dictent un petit peu. Moi, j'attends souvent Romain le mardi ou le jeudi pour déclencher les essais pour le menu inspiration de la semaine suivante. D'où l'importance des produits. Après, en ce qui me concerne, je n'aime pas trop le terme fournisseur. C'est moi qui l'ai dit ? Non, mais moi aussi, je l'ai dit. Ouais. Voilà, je préfère plutôt producteur. Ouais. Parce que Collaborateur. fournisseur, c'est j'ai pas. Producteur, je pense que dans l'esprit producteur, moi j'y vois vraiment une relation beaucoup plus poussée, beaucoup plus étroite, vraiment un contrat moral, quoi. Oui, c'est vrai que le produit aussi, c'est important de le connaître, parce qu'après, on sait aussi, bien sûr, le travailler, mais on sait aussi ce que ça coûte. Et donc, il y a aussi un côté, on va dire, en fait, on le respecte, le produit, donc on essaie de le faire passer, bien sûr, à la carte, mais aussi on peut l'utiliser pour d'autres moments. Et c'est ça qui est important aussi, pour que les équipes comprennent que le produit, c'est un coût, et il faut pas le gâcher, quoi. Donc il y a ça aussi. Et pour revenir justement à ce que tu disais, moi je trouve qu'une bonne idée aussi, c'est quand quelquefois on fait un petit peu un permute, on prend par exemple un jeune cuisinier, on le met en salle, et le contraire. Donc ça permet de voir un peu pas les difficultés, mais comment se passe une journée de travail. Et c'est vrai que, en tout cas, ce qui me concerne, j'ai remarqué plusieurs fois que les gens adorent ça en plus. Parce que, tu le fais en service réel, c'est vraiment... En service réel, alors bien sûr, c'est pas évident de mettre quelqu'un en salle. Il va pas tout de suite aller à la table, mais bon, il va faire sur les portes, on va dire, de commis. C'est vrai que c'est peut-être plus simple de mettre quelqu'un en cuisine. Mais quand même, ça se voit moins. Ça se voit moins, quoique maintenant beaucoup de cuisines sont ouvertes, et ça aussi, je trouve que c'est un réel progrès, parce que il y a plus
il y a plus une souveraineté, je veux dire, c'est plus tranquille dans les cuisines. Ça fait que les gens savent qu'il y a des clients en face d'eux, donc ils doivent avoir une bonne tenue, ils doivent respecter le produit, ils doivent en crier moins. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ont fait qu'une cuisine ouverte, ça a amené un espèce de, Un petit peu de un calme. travail et un travail plus, voilà, du travail précis, hein, une précision dans le travail, quoi. Christian, je vais aussi te laisser la parole sur, effectivement, avec le collège culinaire, tu vois beaucoup de chefs, j'imagine que tu vois aussi des brigades, tu as des retours d'expérience, là tu as écouté quelques petites choses, est-ce que tu peux me dire un peu aussi ton ressenti sur ce qui se fait dans les brigades? Alors, d'abord, j'ai pas grand-chose à dire parce que faut se méfier quand un orateur dit j'ai pas grand-chose à dire, c'est en général qu'il va parler beaucoup. Je saurais. Non, je dis j'ai pas grand-chose à dire parce que tout a été magnifiquement dit et c'est pas étonnant puisque toutes les personnes qui sont autour de cette table font partie du Collège culinaire de France. J'inclus quasiment Anne et le chef, puisque le chef, à travers Anne, et puis surtout son fondateur Francis, ont été ceux qui, vraiment, dès le départ, ont cru dans la démarche, dans le Collège culinaire de France. Je ferai juste une petite nuance. Anne, je ne suis pas secrétaire générale. La secrétaire générale est là. Elle s'appelle Célia Tunk et elle fait un boulot fantastique. Donc, je n'usurpe pas son titre. Simplement, c'est que moi, je suis délégué général. Et à ce titre, on a conçu l'appellation restaurant de qualité, producteur de qualité, qui est une appellation militante sur, et c'est là où le thème est extraordinaire, le thème de cette table ronde, militante sur la relation. Parce qu'en fait, ça a été d'ailleurs dit par Yorick, la relation, c'est ce qu'on n'apprend pas à l'école. On apprend plein de choses à l'école, on apprend la technique, etc. Mais la relation, on n'apprend pas ça à l'école. Et quand on a parlé de restaurants de qualité ou de producteurs artisans de qualité, et maintenant de vignerons qui nous ont rejoints, en fait, tout est fondé sur la relation. Et la qualité, c'est d'abord une chaîne. C'est une chaîne qui part évidemment du restaurant. À l'intérieur du restaurant, on l'a vu et on va en reparler, la brigade, les équipes et la salle surtout. Mais en amont, il y a le produit. En amont, il y a le produit et en aval, il y a le client. Et si on ne met pas en perspective la relation et le travail que fait le chef avec ses équipes de tout cet élément-là, on ne peut pas parler véritablement de qualité. Tout se fait à chaque point de la relation. Au niveau des producteurs, le travail qu'on a fait, je crois qu'il est assez unique aujourd'hui au niveau du Collège culinaire de France, c'est de réunir des producteurs et des restaurateurs. Et on constate des choses sur le terrain, ça a été évoqué là très bien à travers quelques exemples, mais qui sont absolument fantastiques. Par exemple, moi j'ai des restaurants qui me disent, oui c'est vrai, il y a des labels, il y a plein de labels dont on parle, plus ou moins sérieux ou plus ou moins contestés, et c'est nécessaire sans doute qu'il y en ait. Nous on est une appellation, quand un restaurant se déplace avec sa brigade, va voir un producteur, qu'on voit comment il travaille, le restaurateur me dit, mais j'ai pas besoin de savoir s'il est labellisé ou pas. S'il est AB, s'il n'est pas AB, je vois comment il travaille, je vois la manière dont il se comporte, je vois la manière dont il parle de son produit, et là, à partir de ce moment-là, je sais si c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler ou pas. Sauf que toutes les équipes ne peuvent pas aller voir tous les producteurs, dont aussi l'intérêt d'un label qui permet de savoir un petit peu Bien en sûr, amont. bien sûr. Mais la démarche quand même est de sortir. On parlait tout à l'heure de temps, la notion de temps, quand les chefs disaient « moi je prends le temps, soit de déjeuner, etc. » C'est fondamental. La bataille que nous avons, c'est une bataille entre une logique industrialisée de l'alimentation ou de la restauration par des multinationales. Cette logique industrialisée va vers l'uniformité. Nous sommes sur une logique de la diversité. Et la diversité, c'est la vie, l'uniformité, c'est la mort. Donc c'est ça l'enjeu. Et nos métiers, vos métiers, dépassent largement la simple circonférence de la gastronomie. Ça agit sur l'ensemble de la société. Et la diversité est très présente dans notre univers. Effectivement, les producteurs, il y a une diversité incroyable déjà de produits en France. On a cette chance-là. Et dans la restauration, on a une diversité de chefs et d'offres qui est absolument dingue. Mais je reviens sur cette notion de relation. Elle est fondamentale et elle se développe à chaque niveau. Les chefs sont les premiers à savoir qu'aujourd'hui, l'autorité d'un chef, c'est pas évident du tout. Avant, on avait la veste blanche, on avait l'expérience, etc. On était chef, on avait un statut. Les gens arrivaient, ils sortaient des écoles, ils écoutaient. Parce que dans une brigade, évidemment, ça demande une rigueur extraordinaire et donc il faut écouter. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Et la différence entre le pouvoir d'une autorité et le pouvoir de la contrainte, c'est qu'une autorité ne peut s'exercer que si ceux sur qui elle s'exerce l'admettent. À la différence du pouvoir de contrainte. Donc ça demande au chef et ça demande à tout le monde de travailler en permanence la légitimité de son autorité.
Et ça, je vais me permettre de faire rebondir Michel là-dessus, un petit peu moins Yorick, juste pour la longévité de ta carrière. C'est hyper important. Je pense qu'effectivement, tu as vu l'évolution de cette acceptation de l'autorité par tes équipes. Et peut-être on peut aujourd'hui parler des jeunes et justement comment ils acceptent, comment tu as senti l'évolution de ces choses-là. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements dans la vie en général et les jeunes, parce que déjà par rapport à l'école ou quand ils sont à l'école et quand ils viennent sur le terrain, donc c'est vrai que pour eux c'est un monde différent. Alors ils voient le côté théorique, mais après il y a le côté réel de la vie. Et c'est vrai que se retrouver au travail au quotidien, c'est vrai que c'est différent et c'est vrai qu'il faut quand même beaucoup s'en occuper parce que chez les jeunes, ce qu'il y a, ils sont souvent, ils sont pressés dans la vie en général, ils veulent aller très vite et il faut leur faire comprendre, leur faire voir aussi, parce que c'est pas tout de leur dire, il faut leur faire voir, il faut pouvoir se prendre du temps et leur dire voilà, maintenant je vais te faire voir comment on fait une omelette, maintenant je vais te faire voir comment comment on épluche des légumes correctement et des asperges par exemple ou autres, ou comment on monte une tomate. Mais je veux dire, c'est ça le travail au quotidien. Il faut qu'ils comprennent que c'est pas juste parce qu'ils ont appris à faire un geste ou qu'ils aient travaillé sur une assiette qu'ils savent le faire. Et surtout, comme je dis toujours, même si pendant un service, par exemple, on fait 10 fois le même plat, c'est 10 fois un plat nouveau. Donc il faut 10 fois le refaire, 10 fois le goûter, 10 fois mettre la même passion que le premier. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas toujours. Ils pensent parce qu'ils ont fait quelque chose, ils vont passer à autre chose et on sait tout faire. Mais ça, c'est un peu logique. Je comprends. En fait, on le comprend très bien. Mais il faut vraiment c'est pour ça qu'il faut être à côté d'eux au quotidien et leur montrer, leur expliquer, leur faire comprendre que la cuisine, en général, la cuisine de tous les métiers de la restauration sont des métiers où on apprend toujours. Et encore, nous, encore maintenant, on est curieux, on voit des choses tous les jours différentes et il y a une diversité incroyable et c'est ça qui est formidable. Et ces jeunes pressés, ils acceptent Oui, si on leur prend le temps, c'est beaucoup d'énergie au quotidien. Si on le prend le temps de leur il faut, en fait, on se rend compte qu'ils sont super motivés, les jeunes. On a de très bons jeunes, je parle des jeunes en général, mais on se rend compte aussi qu'ils peuvent très vite être, je ne veux pas dire moins motivés d'un jour à l'autre. D'un coup, on les voit, ils sont un peu comme ça, ils ont pas le moral et tout, pour des raisons qu'on comprend pas toujours. Personnelles, mais donc il faut les reprendre. Et en fait, Michel, on se rend compte qu'en les reprenant, donc on a un travail d'être là plus souvent, derrière eux, avec eux. Et ce qui n'était pas le cas dans le temps. Dans le temps, c'est vrai qu'on avançait comme des soldats, quoi. Ce travail que vous faites, il doit être relié par un travail comme on peut faire au sein du collège. C'est qu'on se heurte à une société où l'immédiateté, c'est la valeur. On se heurte à une société où je suis passé à la télévision, d'un seul coup, je suis chef. Donc ça, c'est le contexte. Et il faut savoir que ce métier, vous êtes les premiers à le savoir, rien ne se fait sans le temps. Prendre le temps de déguster un plat, c'est pas du fast-food, quel que soit le niveau du restaurant, même le petit restaurant. Donc, se réapproprier le temps, moi je dis toujours, il faut prendre le temps d'aller vite. Il faut prendre le temps d'aller vite. Christian, il a des belles phrases. Non, mais c'est important ça parce résume que tout à fait c'est fondamental parce que, en fin de compte, le fait d'être dans l'immédiateté, on perd toute valeur humaine. On est sur l'iPhone, on est sur le truc, mais derrière, on est au service de cette technique et cette immédiateté. Retrouver le temps, c'est vraiment du pouvoir. De deux choses l'une, ou on prend dans ce métier la voie, parce que c'est ouvert à tout le monde, on peut ouvrir un restaurant s'il n'y en a rien, aucune expérience, etc. Du réchauffeur de plats tout préparés, qui vont au micro-ondes et c'est terminé, ou on prend la voie de vraiment une passion, retrouver la logique du produit, et là, les satisfactions, et c'est là où il faut leur faire passer le barrage, on va les avoir dans le temps. Plus on va avancer dans le temps, plus on va avancer dans la persévérance, plus on va s'ouvrir son horizon. Et je voulais aussi rebondir tout à l'heure, quand on prenait les exemples de ce que vous faisiez avec les équipes, on disait que vous pouvez aller voir les fournisseurs, cet exemple de camion était un très bon exemple. Est-ce qu'à l'instar de ça, toi tu vas chez les chefs ou comment la relation se fait, comment elle se crée, comment tu la fait naître quand il y a quelqu'un avec qui tu as envie de travailler, avec qui tu ne travailles pas, enfin, quel est le chemin pour accéder justement au chef et à sa brigade? Alors, j'imagine que c'est pas simple. Je dirais qu'aujourd'hui c'est plus facile. Mais je me rappelle au tout début, quand j'ai voulu pénétrer ce milieu qui est vrai très fermé, très fermé, je me rappelle que tout simplement j'ai préparé un courrier, une fiche technique, et j'ai envoyé ça aux 660 chefs étoilés français. Voilà. C'est ce que...
La première année, une quarantaine de retours. Et puis la saison s'est passée. Ça a été une période un peu d'apprentissage, donc de comprendre un peu plus le métier, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est naturel, mais je me suis très vite rendu compte que pour être un bon producteur, il fallait vraiment comprendre ses chefs, savoir ce qu'ils avaient vraiment envie comme produit, qu'il n'y avait pas le droit à l'erreur, que la qualité était vraiment la première chose qu'il fallait mettre en avant et arriver après à toujours avoir cette barre qui est placée très haute pour ne jamais les décevoir. Après, je dirais que petit à petit, la notoriété s'est faite. Aujourd'hui, pour arriver à maintenir cette qualité, ma structure d'exploitation ne me permet pas de plus augmenter en quantité. D'accord. C'est aussi un de mes vœux de ne pas trop grossir, parce que je voulais vraiment maîtriser tous les postes de A à Z. Et aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas. Voilà. Donc, là, tu es plein en fait. Tu Voilà, ne peux plus alors, accueillir. je suis plein. Parfois, je crois certains chefs qui me disent ouais, mais toi, on ne peut plus travailler avec toi, ou je t'ai appelé. Mais en fait, c'est pas que j'aimerais pas, quoi. J'aimerais. Mais c'est que j'ai plus assez d'asperges, quoi, tout simplement. Et ça, c'est important justement pour vous les chefs d'avoir la sensation qu'on sait dire quelque part stop. Mais Là, je pense que les chefs en général, et tout le monde aime bien, en fait on aime bien la sincérité quand on préfère, en tout cas je pense qu'on est d'accord, quand on a quelqu'un qui nous dit voilà je peux te livrer tant et tant de pièces pendant la saison, mais pas au-delà, ben voilà, déjà on le sait, et je trouve que c'est formidable. C'est mieux que peut-être de vouloir quand même donner le produit alors qu'il est moins bon. C'est vrai qu'on aime bien la régularité quand même, il faut être honnête. On aime bien quand on met un plat sur la carte ou un produit, on aime bien l'avoir un certain temps. Mais je pense que on est aussi dans cette phase où c'est pas qu'on accepte, et même le client l'accepte. On peut lui dire voilà, on a tout vendu, on n'en a plus. Je pense que le client il accepte. Je pense qu'il y a vraiment une réflexion qui s'est faite depuis quelques années sur aussi, justement parce qu'il y a une relation beaucoup plus forte entre, il faut se entre parler, le début, quoi. entre le produit entre guillemets celui-là qui est fait et jusqu'à la table, jusqu'au client. Donc c'est ça Après, qui est génial. bon, en ce qui me concerne, j'ai des chefs qui travaillent avec moi toute la saison. Donc des premières qui attendent les premières jusqu'aux dernières. Et après, il y a d'autres maisons qui travaillent un peu moins régulièrement, plus pendant les fêtes de Pâques. Donc il faut arriver à harmoniser ça. Et bon, c'est là où c'est pas si simple que ça. Mais là aujourd'hui, j'arrive à m'organiser pour voilà. C'est vrai qu'il y a un certain engagement moral quand je vois vraiment qu'il y a une honnêteté entre le chef et moi, c'est beaucoup plus facile à travailler comme ça. La transparence, c'est très important. Ce que dit pas non plus Sylvain, c'est que dans l'esprit justement du collège, quand il a plus de produits, on a d'autres producteurs d'asperges et que justement il invite les autres producteurs d'asperges. Donc il y a vraiment une solidarité, de la même manière qu'il y a des restaurants de qualité qui mettent sur leur carte aussi les restaurants environnants qui sont des restaurants de qualité, parce que c'est en élargissant, c'est pas de la concurrence où on perd quelque chose, on élargit au contraire cet élément-là. Donc je crois que ça c'est vraiment un point très important. Je voudrais citer une anecdote concrète aussi qu'on a par rapport à ça. C'est que dans ce travail, parce que là bon, c'est vrai que c'est des grandes tables dont tu parles Sylvain, mais aussi on a beaucoup de petits restaurants et de petits producteurs. Et un exemple qui nous a été donné dans une des réunions, mais il y en a plein comme ça, c'est un producteur de fromage qui nous dit, moi je travaille avec un restaurant de qualité, c'est bien, mais j'ai du mal à rentabiliser mes fromages parce qu'il ne peut pas me prendre beaucoup. Et d'ailleurs, le restaurant de qualité dit, bah oui, mais tu comprends, tes fromages, je peux te prendre 1 ou 2 fromages. Simplement, moi j'ai des menus à 20 € à la carte, je ne peux pas. Bon. En réfléchissant ensemble, ils ont trouvé une solution extraordinaire. C'est que le producteur de fromage, qui avait une très bonne relation avec ce restaurant de qualité, lui dit, bon, quel est ton budget fromage pour la semaine? Je vais dire n'importe quoi. Je connais ta clientèle, etc. Ben, c'est 400 €. Très bien, c'est 400 €. Est-ce que tu me fais confiance? Alors le restaurant de qualité, ben oui, on travaille ensemble, je te connais, etc. Donc il lui a fait des assortiments de fromages qui n'étaient pas forcément les fromages qu'il demandait. Et il lui a fait des assortiments de fromage dans lesquels, lui, il trouvait le producteur de fromage, sa rentabilité.
Et en même temps, il jouait en conseil auprès du restaurant pour écouler des fromages que les clients ne demandaient pas forcément. Et de fil en aiguille, tout le monde était gagnant. C'est-à-dire, ça apportait une valeur ajoutée au restaurateur et ça apportait une valeur ajoutée au... Et ça, c'est la relation. Ça, c'est la relation, c'est sortir un petit peu de ses ornières et essayer d'échanger. Et il y a aussi un petit quelque chose que tu fais, si je ne m'abuse, c'est des petits concours aussi dans tes brigades, qui sont des choses peut-être motivantes ou Oui, petits, enfin, pas que des petits concours, mais on essaye. On fait 1 ou 2 concours par an. Voilà. Donc, comment ça se passe que c'est décidé en début d'année avec les personnes qui sont intéressées ou les personnes qu'il faut aussi mettre, qu'il faut pousser, parce qu'il y a des gens qui veulent aller sur les concours, mais il y en a d'autres aussi qui sont plus réservées mais qui sont talentueuses. Donc voilà, on décèle un potentiel ou un profil et puis on lui dit voilà, il y a éventuellement ce concours-là. Donc on en fait 2 par an. On en a gagné un, les Étoiles de Mougins, en juin. Et on a fait Création et Saveurs qu'on n'a pas gagné. On ne peut voilà. pas tous les gagner. Pas tous les gagner. Mais c'est vrai que ça crée une dynamique aussi dans les équipes et surtout des liens. Parce qu'un concours, c'est souvent une personne, comme tu disais. Mais ça se prépare la nuit aussi. Voilà. Enfin, donc il y a le candidat qui est poussé, mais moi je suis là aussi pour un peu finaliser les choses. Mais il y a le petit commis ou le petit stagiaire ou le petit apprenti qui va préparer les échelles. Donc le petit gamin qui a 17-18 ans, qui voit ça, dit ah ouais, peut-être dans 10 ans, il sera à la place du candidat. Donc c'est une forme de transmission, d'échange, un vrai travail d'équipe. Le candidat seul, il ne peut pas y aller. Mais ça vous prend beaucoup de temps aussi, ou en tout cas, ça vous enlève quelqu'un dans la brigade. Oui, mais en même temps, on s'organise, pardon, mais en même temps, ça amène du plus après. C'est comme on dit, c'est un travail, c'est une façon différente de rassembler les équipes, de les motiver, de créer encore plus de passion. Et bien sûr que c'est du temps, mais c'est surtout après une force dans l'équipe. En fait, tout est lié, quoi. Il y a le fournisseur, il y a les équipes, le staff, les clients, mais un plat de concours, il peut se retrouver sur une carte. Donc la transversalité, la passerelle, un plat du Bocuse d'Or, Monsieur Roth, il les a mis à sa carte. Enfin, les chefs du Bocuse d'Or, ils ont mis leur plat de concours à la carte. Donc le temps perdu, on revient sur ça. Quand on bosse sur un concours, on ne perd pas du temps. Mais ça vous demande une implication à un instant. Oui, bien sûr. Et les équipes doivent être du coup très reconnaissantes. On a fait une tarte au maïs là sur le Création et Saveurs. C'est foncer des tartes. C'est un truc, c'est tout bête. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui sait foncer une tarte. Mettre une pâte brisée dans un cercle. Des tartes, on a dû en enfoncer, je sais pas, 200 ou 300. Mais tout le monde a fait 10 tartes ou 15 tartes. Donc tu fais avancer tes équipes avec toi. Donc il y a de la tarte sur tes tarte au maïs. Et du coup, il y avait de la tarte au maïs à la carte. Et on change la carte demain. Tu voulais... Oui, non, mais Toi, les concours, tu connais bien. Oui, je connais bien parce que j'en ai fait beaucoup mais aussi parce que j'ai commencé aussi, comme tu le disais, avec d'autres. Et c'est vrai que ça donne envie d'en faire, mais ça fait aussi travailler différemment. Ça fait, dans les concours, il y a toujours des choses nouvelles qui en ressortent. La manière de travailler, des nouvelles techniques, des façons de faire. C'est vrai, comme tu disais, mais aussi des choses tout à fait simples qu'on faisait peut-être plus. Surtout maintenant, les jeunes, encore une fois, c'est vrai que souvent le produit arrive malheureusement presque déjà tout fait. Donc ils réapprennent à brider une volaille, à faire, à lever un poisson. Et tout ça, en fait, quand ils le font, ils y prennent goût, quoi, parce que c'est pas juste. C'est ça, en fait, c'est parce qu'il y a derrière aussi une motivation pour un concours, par exemple, et c'est toute une équipe en fait après qui se déplace, avec toujours la personne qui va le faire. Mais encore une fois, on a vu souvent justement des fournisseurs, des producteurs, des artisans qui sont avec nous et qui viennent voir comment est travaillé le produit dans les concours. Surtout maintenant que les concours sont aussi ouverts. Donc on peut voir ce qui se passe et c'est encore une grosse motivation dans les équipes. Alors c'est vrai que ceux qui sont dans les petits restaurants, je dis petits, je dis pas petit pour avoir la qualité. Petit veut rien dire. Hein, c'est sûrement, ils ont beaucoup plus de mérite. C'est aussi, ils ont peut-être moins de moyens de temps. Et c'est vrai que pour eux c'est pas évident, mais je pense que ça amène toujours une force dans une équipe, même s'ils sont pas nombreux, quoi. Les concours. Et c'est un des moyens pour les rassembler, quoi. Il y avait d'autres petites... Je crois qu'on a dressé pas mal. Tu fais beaucoup de choses avec tes équipes. Moi, juste,
Moi, je suis un jeune chef. J'ai grandi en prenant des... Je vais caricaturer, c'est pas vrai, mais il n'y aura pas de procès. En prenant un peu des coups de pied aux fesses et des casseroles dans la tête. Aujourd'hui, je pense que j'étais la dernière génération de cuisiniers à avoir été formé comme ça. Aujourd'hui, le management, il doit être différent. Aujourd'hui, on fait un management quotidien de proximité. On en a parlé. Aujourd'hui, un jeune, vous ne pouvez pas le laisser dans un coin tout seul. Il faut que tous les jours, il y ait un mot, il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait c'est un peu comme des enfants. Il faut les amener, il faut les éduquer, les amener sur des terrains, sur des choses. Et ce qu'on fait aussi, c'est donc je l'ai mis dans l'inventaire, placer les gens chez des confrères. Aujourd'hui, il faut réduire les libertés sur nos jeunes et lui dire, voilà, tu termines le 5 décembre, le 15 décembre, tu seras au cheval blanc. Il ne faut pas laisser les bons éléments se perdre. Il faut les suivre, en fait. Il faut les suivre, voilà. Ça, c'est un travail, c'est quotidien. Moi, ça fait des années que je le fais parce que quand on était au Meurice, il y avait 56 postes en cuisine à pourvoir. Donc, je l'ai commencé à ce moment-là avec le DRH de Yannick Aeno parce qu'il montait son groupe en parallèle. Donc, j'ai été formé sur ça. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai placé 3 personnes cet hiver en Suisse, à Courchevel. Et je sais que je les aurai à Pâques chez moi. Donc, ça m'a pris du temps, encore une fois. Un peu de temps parce qu'il faut appeler, il faut relancer, il faut faire des CV, envoyer des CV. Les relations. Mais voilà, je sais que j'ai déjà 2 postes d'assurés pour mars, pour la réouverture, mars ou avril. Ça, je pense que la valorisation des jeunes comme ça. C'est arrivé à comprendre ce que tu as fait très très bien, c'est qu'un bon manager aujourd'hui dans cet univers-là, il doit arriver à fidéliser ses équipes, mais il doit arriver aussi à savoir s'en séparer. Et le fait de savoir s'en séparer, c'est pas simplement regretter, c'est avoir cette propulsion pour qu'il puisse tourner et ça se retrouve à un moment ou à un autre. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a des fois, quand on a fait, on va dire le tour, même si ça évolue toujours dans une cuisine, mais c'est bien de pouvoir dire à quelqu'un, écoute, maintenant tu as vu beaucoup de choses chez nous, il faut que tu progresses, il faut que tu vois différentes façons de faire, parce que chaque chef ou chaque maison est différente, et c'est ça qui donne l'expérience. Donc justement, c'est très bien de les faire aller chez un collègue, et ça fait comme un tour, et souvent on les suit, comment dire, et ce qui est quand même génial, c'est que souvent on a un retour, c'est-à-dire le retour, c'est que les gens viennent déjà vous voir quand ils sont de nouveau chez vous, ils viennent vous rendre visite. En fait, il y a un lien qui se crée et donc par la suite, voilà, on les a toujours, quoi. Au fil des années, c'est vrai que moi j'ai pas mal d'années d'expérience maintenant, et je me retrouve, on se rend compte que tous les jeunes qu'on a eus, que ce soit des apprentis, des commis qui ont tourné, qui ont tous peut-être des profils différents, mais à un moment donné, quand ils arrivent, on est content de les voir, et tout de suite, quand on les, voilà, il y a toute cette relation qui revient, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est pour moi le plus beau. Oui, simplement parce que par rapport à tout ce qui vient d'être dit, on a en critère de sélection des restaurateurs ou des producteurs de qualité pour qu'ils rentrent et qu'ils puissent avoir l'appellation. Un des premiers éléments du critère, c'est quelle histoire ils ont à raconter. C'est-à-dire à partir de leur identité, de leur spécificité, indépendamment de leur qualité de maîtrise de ce métier, qui à la base, évidemment, c'est la condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante aujourd'hui, c'est de quelle histoire tu portes. Et à partir du moment où on dit quelle histoire à raconter, que ce soit le restaurant, s'il a une histoire à raconter véritablement, obligatoirement, il va prendre la source chez le producteur, parce que tu ne peux pas raconter une histoire alors que tu travailles sur des produits sans prendre en compte l'histoire du producteur. Et obligatoirement, il va travailler avec la salle qui est le vecteur vis-à-vis du client. Donc, cette notion d'histoire à raconter, elle est fondamentale. On a vu dans la sélection à certains moments, on a refusé des restaurants qui pouvaient paraître de qualité en termes de maîtrise gastronomique, mais ce n'est pas l'objet du collège. L'objet du collège, c'est encore une fois la relation et comment on dynamise la relation pour faire vraiment une restauration de qualité. Et toi, Sylvain, le collège, justement, et le fait de pouvoir côtoyer plus facilement ou d'avoir un intermédiaire qui fait que tu retrouves des collègues, c'est important aussi, cette relation avec les autres? Oui, très, très important, la relation, en fait, de côtoyer, d'arriver à croiser des chefs plus facilement, parce que c'est vrai que lors de réunions, on se retrouve souvent plusieurs sur le même lieu, donc c'est plus facile de se voir tous ensemble que chacun séparément. Après, comment expliquer?
je dirais que j'essaye de chercher les mots pour... Je ne peux pas t'aider parce que je Ouais, ne sais ouais, pas ce ouais. que tu veux dire. Au niveau de la... Je dirais qu'après, c'est très important d'arriver à avoir ce rapport très poussé et très étroit, cette compréhension qui est très importante. Et en fait, moi j'ai une anecdote aussi, je vois, lors de visites, je vois souvent aussi, quand arrive la brigade, j'arrive à remarquer quels sont les éléments qui sont les plus intéressés. Et c'est vrai que là, je vois par exemple, il est venu il y a 2 ans, la maison de Trois-Gros, la maison. Et aujourd'hui, je m'aperçois que le jeune qui posait le plus de questions, aujourd'hui, il est second chez Jean Sulpice, quoi. Voilà, c'est vraiment... on arrive, nous aussi, en tant que producteurs, de suite à voir quels sont les éléments qui sont le plus intéressés, qui posent vraiment les bonnes questions. Pas ceux qui viennent là pour l'histoire d'aller faire une photo et de fumer la clope, de se cacher ou de rigoler, quoi. C'est toujours dans le détail, hein, c'est le détail qui compte partout. Et je trouve qu'il est bien aussi ce que font beaucoup de chefs maintenant ou beaucoup de maisons, c'est aussi d'inviter, de faire venir un artisan ou un producteur et lui faire goûter, qu'il se mette à table, qu'il goûte comment on a travaillé son produit et qu'est-ce qu'on a voulu en faire. Parce que quelquefois, c'est plus facile que d'expliquer. Quand on voit le plat, ben voilà, ils comprennent. Quelquefois, on arrive à mieux faire valoir son produit et à se comprendre. C'est pour ça que c'est important d'être proche du produit, mais proche du producteur, quoi. Et d'arriver aussi à... Parfois, je sais que j'ai certains chefs qui me demandent des idées, des retours dans l'élaboration d'un plat. Qu'est-ce qui peut être plus valorisant que ça, que cet échange? Je ne vois pas en tant que producteur, quand vraiment il est partie prenante dans l'élaboration d'un plat. C'est vraiment... Je pense que tout le monde a beaucoup à gagner justement de ces échanges, quoi. D'ailleurs, nous, on a fait il n'y a pas longtemps, on a fait une soirée à thème avec justement un artisan qui produit des légumes et qui a été meilleur de France, entre autres. Donc on a profité de ce moment pour le mettre en avant. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il a ramené en fait dans la salle de restaurant il a fait comme un étalage avec tous ces légumes, mais tous les légumes qu'on utilisait dans le menu. Et en fait, c'est lui qui était là et qui passait à toutes les tables tout au long de la soirée et qui expliquait, en même temps que, bien sûr, que le plat arrivait, comment il cultivait, comment il en arrivait là, et il parlait du produit, parce qu'il y a plein de... les racines, d'où elles viennent, l'histoire, justement, et ça plaît beaucoup aux gens, parce que les gens sont de plus en plus passionnés, ils veulent savoir d'où vient le produit et qu'est-ce qu'ils mangent. Les clients sont de plus en plus exigeants et de plus en plus connaisseurs. Et connaisseurs, et ils aiment beaucoup ça, quoi. C'est un peu comme les mariages mets et vins, ou même avec le pain, par exemple, on peut faire beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on a passé, là, à l'occasion d'Équipe Hôtel, une annonce qui a fait grand bruit dans le milieu de nos équipes, dont le titre est « Savez-vous ce que vous mangez vraiment quand vous rentrez dans un restaurant ?» Et la position du collège, la transparence dans l'assiette, l'origine des produits, les méthodes, etc. Donc on voit bien qu'il y a une vraie dynamique. Alors ce qu'il y a aussi, c'est que quand on a cet état d'esprit-là, ça se diffuse énormément. Par exemple, on a vu ces générations spontanées, des producteurs, dont Sylvain fait partie, tellement passionnés d'une relation même entre eux, qu'ils se commercialisent réciproquement leurs produits. C'est-à-dire le producteur de saumon vend du fromage, parce que ce fromage, il l'a trouvé génial, et donc il a demandé, voilà, donc en même temps des agrumes, enfin bon, c'est là où ça devient vraiment passionnant. Le temps file, il ne nous reste pas beaucoup de temps, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Voilà. Merci, la première est toujours la plus dure. Bonjour, je suis Jean-Luc Fessard. Alors, moi, je suis très intéressé par votre débat. Vous avez donné des éléments pour faire vivre une équipe de convivialité, d'exemplarité. Mais vous êtes quand même dans un métier où il y a un enjeu énorme. C'est la transmission d'un savoir-faire, avec beaucoup de rigueur. Et malheureusement, moi, ce que j'ai observé en cuisine, je suis désolé de vous poser cette question, mais au niveau du savoir-être des chefs, il n'y a pas forcément
que des choses très gentilles, très sympas. C'est un métier d'une dureté incroyable. Il y a de la violence, pas forcément physique, mais aussi psychologique. Et ce que j'aimerais savoir, c'est comment les chefs qui sont là fonctionnent eux avec leur équipe. Parce que quand je dis ça, c'est pas forcément le chef principal, ça peut être son second, ça peut être un collaborateur. Donc comment vous arrivez à gérer ça, à éviter justement qu'il y ait un certain nombre de déperditions d'énergie et de motivation? Merci de poser la question. C'est des questions de toute façon très importantes et je pense que peut-être Michel ou Yorick voulaient prendre la parole. Merci. C'est une belle question, c'est une question ouverte. Je répondrai vraiment à titre personnel, hein, ça n'engage que moi. J'en ai parlé, j'ai été formé, j'ai eu 4 chefs qui m'ont formé. Je les remercie encore quotidiennement, quasiment, parce qu'ils m'ont donné un métier et je suis là aussi grâce à eux aujourd'hui. Vraiment à titre personnel, moi je ne crie pas. Par contre, tout est très cadré. Voilà, on est dans un cadre. La personne qui sort du cadre, elle sort. Voilà. Donc on pose les choses, quand les gens arrivent, on pose les choses, on les explique, on cadre un plat, on fait des photos, on valide les recettes ensemble. Après, on est sur le chemin, on est sur la voie et on avance. Voilà. Moi, je suis proche de mes équipes, je suis un jeune chef, je cuisine avec mes collaborateurs. La transmission, j'essaye de la faire à chaque instant, de donner du temps aussi, comme on l'a dit, aux gens, remontrer le bridage d'une volaille parce que vous faites un test sur une. Je l'ai fait à Paris. Hein. J'ai pas osé inclure les chefs de partie. J'ai demandé aux demi-chefs de partie, commis et apprentis, de brider une volaille. Donc il y avait à peu près 10 mecs qui ont essayé de brider une volaille. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui ont réussi à le faire. Et j'ai pas mis en porte-à-faux mes chefs de partie parce que je savais qu'ils ne savaient pas le faire non plus. Donc après, on s'est mis autour du pass et on a rebridé la volaille ensemble. Mais voilà, on est tous différents. La rigueur, la pression, on l'assimile. Moi, encore à titre personnel, parce que j'ai été formé à ça. Après, il y a plusieurs chemins pour arriver sur nos postes. Des fois, moi, je trouve que c'est trop rapide aussi. Voilà, trop tôt, trop jeune. J'ai moi aussi placé des gens sur des postes à responsabilité et je me suis planté. Voilà, des chefs de parti qui étaient bons, qui avaient 23-24 ans, qu'on a mis à l'échelon au-dessus, ça n'a pas fonctionné. Donc il faut accompagner les gens. Après, vous avez la deuxième partie de la question qui est intéressante sur l'assistant du chef, enfin ce qu'on peut appeler les petits chefs, parce qu'il y a le chef et son entourage. Voilà, c'est encore une autre question. Le chef a un caractère et les gens qui entourent le chef sont, à mon sens, aussi importants, voire plus importants que le chef lui-même dans la relation qu'il va établir avec les collaborateurs. Michel? Oui, je suis entièrement d'accord avec toi et en ce qui me concerne aussi, je pense que c'est vrai que chaque chef a son caractère, a sa manière de faire. C'est vrai que souvent il y a une pression qui est là, surtout pendant le service où la relation aussi avec les sous-chefs est importante. En tout cas, en ce qui me concerne, moi j'ai toujours voulu montrer l'exemple de telle manière où il y a une bonne ambiance dans la. Pour moi, on peut pas. La cuisine, c'est de donner du plaisir, du bonheur. Je pense qu'il faut, quand on a peur, on est moins bon que quand on est dans les bonnes conditions. Alors bien sûr, il y a une pression, il y a une angoisse peut-être pendant le service, mais il ne faut pas qu'il y ait de la peur. Moi, je l'ai connu, la peur, et donc je pense que, j'en suis sûr maintenant, que j'étais moins bon quand j'avais peur que parce que j'avais peur de me faire, engueuler ou parce qu'il y a une pression énorme. Mais je pense que maintenant, moi, ce que je fais, c'est le contraire. C'est souvent moi qui, quand je vois qu'il y a une pression qui s'installe un peu trop fort pendant le service, c'est moi qui vais aller voir les personnes qui commencent à monter dans les tours par rapport à la manière dont ils parlent ou comment ils bougent ou comment ils peuvent déstabiliser quelquefois une personne ou une autre. Donc c'est là que je leur dis non, là stop. Et direct, je leur parle, mais je le crie pas, je le prends en part. Non, c'est pas juste pour les faire, pour lui dire ça marche pas. C'est que je fais descendre la pression. Je vais vers lui, je lui parle, je l'aide, ou je dis à un autre tiens viens avec, reste avec nous 5 minutes, on va faire tel et tel travail. En fait, et on se rend compte qu'au fil du temps, on arrive à entre guillemets apaiser certaines personnes
Parce que c'est vrai qu'il suffit quelquefois d'une personne dans une équipe qui peut tout déstabiliser et donner une mauvaise ambiance. Pas une mauvaise ambiance, un mauvais état d'esprit. Et donc ça, c'est pour ça qu'il faut être proche des gens. Et on les connaît en fait. Si on est loin d'eux, on ne peut pas palper ça. Donc pour moi, un chef, c'est ça. Oui, c'est du management, mais c'est d'être près des équipes, savoir connaître son caractère. Après, c'est le chef qui montre l'exemple. C'est sûr que si le chef, il est pas dans ce style de ce que je viens de dire, ça peut venir de lui aussi, bien sûr. Mais je pense que ça a quand même beaucoup changé depuis quelques années. Il y a beaucoup plus de retenue chez les jeunes chefs, parce que c'est dans l'air du temps. Et bien sûr, il y a encore des moments difficiles, mais je pense que là aussi, ça fait partie de notre métier. Mais après, il faut toujours rester dans le respect. Voilà. Merci. Juste sur ce point précis, là, c'est exemplaire dans la démarche. Et il y en a beaucoup effectivement, on est dans un moment de transition. Pour avoir accompagné à titre personnel énormément d'organisations dans des univers totalement différents, petites entreprises, grosses entreprises, etc., je peux vous dire que la violence, elle est partout dans les sociétés qui même ont appris le management. D'autant plus qu'on est dans une société aujourd'hui où tout le monde a peur de perdre son emploi, etc. Donc cette violence, elle est partout. On la stigmatise beaucoup à travers les médias, on l'a fait en tout cas dans cette profession-là pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un métier où il y a entre guillemets des stars médiatiques, donc c'est facile pour les médias de stigmatiser là-dessus. Deuxièmement parce qu'on est dans un métier où on n'a pas appris le management. Ça faut être très clair, vous l'avez appris sur le tas. Il l'a dit, pas dans les écoles. Exactement. Donc on ne l'a pas appris. Donc là, il va y avoir, et on s'y emploie au Collège Cuillère de France, de travailler sur une sensibilisation à travers un certain nombre de principes. Parce qu'il faut faire très attention dans ce genre de choses aux extrêmes. Par exemple, qui dit rigueur, et il faut obligatoirement de la rigueur pour bien travailler, peut dire pour certains harcèlement. On me demande de faire un truc, on me demande d'être à l'heure, c'est du harcèlement. Ça, on le voit aussi. Donc, il faut faire attention de ne pas être pris en otage par ce genre de choses. Mais néanmoins, il y a des principes, et il y a des principes à adopter. Et le premier des principes, c'est effectivement que ceux qui dirigent doivent faire un travail sur eux-mêmes. Et le point principal, et je terminerai là-dessus, c'est que cet univers est un univers avec énormément d'affectivité. Parce qu'on ne peut pas être un chef sans avoir une sensibilité extrêmement forte. Or, le management, c'est la séparation entre l'affectivité et la rationalité. Et on ne peut pas manager avec de l'affectivité. Si on le fait, tôt ou tard, ça vous revient dans la tête. Donc ça, c'est vraiment un travail de fond à faire et qui n'est pas facile. Et je pense que ce que disait Yorick, pour terminer sur la question de monsieur, c'est important. En fait, chaque chef, avec son caractère, avec son expérience, instaure un cadre dans sa cuisine. Celui qui n'a pas envie de respecter ce cadre, comme tu le dis très bien, il peut partir, je veux dire, il peut aller ailleurs. Chaque personnalité va créer ce cadre et je trouve que c'est très bien dit. C'est tu respectes le cadre ou alors tu vas avoir un autre cadre qui te conviendra peut-être mieux. Oui, bonjour. Tout d'abord, très intéressant de voir les rapports donc, justement avec les producteurs qui inspirent, je pense, moi en tant que jeune cuisinier pour les menus et pour cuisiner justement les plats. Après, concernant ce qui a été dit par rapport au harcèlement ou à la violence, je ne pense pas que ça a été la dernière génération avec le chef Jean-Luc Thiège. Je pense que ça existe encore. Donc c'est une réalité qui effectivement, je pense, ça évolue et j'espère que ça sera la dernière, celle qui arrive, quoi. Vous savez, celui qui pratique la violence, c'est forcément quelqu'un de faible. Moi, je dis toujours, la force s'arrête là où commence la violence. On n'est pas fort quand on est violent. C'est l'inverse. On est faible. Donc, faut considérer que toute personne violente est une personne faible. Elle n'a pas la capacité de faire passer ses idées ou son management par de la non-violence. Mais on est comme vous, on espère aussi que c'est la dernière génération. Et puis une petite question pour le chef Roth, donc, qui a beaucoup d'expérience dans les concours. Les conseils à donner pour les gens donc, qui s'intéresseraient éventuellement à en faire. Les conseils pour les gens qui souhaitent participer à des concours de cuisine. Je pense que le conseil, c'est avant tout la passion et l'envie bien sûr de faire un concours, mais c'est justement de bien s'entourer, parce que je pense que tout seul, c'est pas possible. Il faut être prêt aussi, hein, il faut être bien dans sa tête, moralement, il faut être... oui, on passe beaucoup de temps, donc forcément, on est un petit peu égoïste, parce qu'on va se mettre dans une bulle et on va travailler que pour ça. Vous voyez, je veux dire, c'est surtout ça, il faut
Et en plus, un concours, c'est une histoire, hein, c'est ça, son histoire. Alors souvent, moi je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir, me disent chef, vous pouvez me donner un conseil sur un concours ou est-ce que vous pouvez m'aider sur tel et tel plat. Je leur dis volontiers et je le fais avec beaucoup de cœur. Sauf que je leur dis aussi souvent, il ne faut pas juste écouter. Bien sûr, je vais vous donner des conseils, mais c'est votre plat, c'est vous qui allez le faire. Il faut que ce soit votre personnalité, c'est votre cœur qui va faire le plat. Si vous faites le plat d'un autre, ça ne marchera pas. En fait, là, un concours, c'est ça. C'est avant tout aussi de bien lire un thème. Souvent, on se rend compte que beaucoup de concours, il y a un peu du hors-sujet. Donc, il faut bien lire entre les lignes et aller à l'essentiel. Et toujours, bien sûr, goûter, faire chaque garniture, chaque plat. Il faut qu'il soit prêt. Il faut mettre tous ses chances de son côté. Aussi au niveau du timing, quoi. Donc, il faut faire des essais de plats à blanc, comme on dit. Mais voilà, après, ça dépend aussi dans quelles conditions vous êtes dans votre cuisine, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est avant tout d'y croire. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours gagner, mais même quand on ne gagne pas, pour moi, c'est toujours positif parce que ça donne une expérience pour le prochain. Donc, de toute façon, c'est que du positif. Merci, je crois qu'on a respecté le timing. S'il y a peut-être une dernière question, je ne sais pas si vous voulez peut-être venir voir à titre plus privé les intervenants de cette table ronde. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention et bonne fin de congrès.